Il est temps de revenir dans le Helloverse avec l'autre série animée audacieuse de Vive C-Pop. Hell of a Boss, des personnages du bon au mauvais. Je m'appelle Blitz, le Théo est silencieux, et je serai votre assassin aujourd'hui. Commençons, comme d'habitude, par les rares personnages qui gardent leur moralité dans le monde souterrain. Ceux-là sont les bons. Dans ce qui pourrait bien être la médaille d'or de la bonté la plus facile que nous ayons jamais décernée, Colin prend la première place. Colin est l'un des 3 membres principaux de Chérubin et apparaît régulièrement dans la série. On le reconnaît à ce détail, c'est un mouton. Les chérubins évoquant les anges gardiens de la culture populaire, du moins dans leur premier épisode. Ils doivent aider un milliardaire sociopathe âgé à retrouver l'envie de vivre. Même si ce type n'est pas un modèle, les chérubins prennent leur travail très au sérieux. Ils l'encouragent à faire le bien et lui montrent les joies de la vie. Ce qui distingue Colin des autres, cependant, c'est sa totale sincérité et son dévouement à faire le bien. Tandis que Kenya et Clétus insultent souvent les clients, Colin reste bienveillant et désire vraiment aider. Après leur expulsion du paradis suite à la mort accidentelle de Wiles, Colin est le seul à hésiter à commettre un crime pour retrouver leur place. Il reste le personnage le plus intègre de la série. Octavia, fille de Stollus et héritière du trône, reçoit la médaille d'argent de la bonté. Via est une adolescente ordinaire. Mis à part le fait d'être une princesse démon hibou, elle est constamment blasée et veut juste qu'on la laisse tranquille, du moins en apparence. En fait, elle souhaite simplement passer plus de temps avec son père, souvent pris par Blitzo ou occupé à subir les insultes de sa mère. Tout bien considéré, Octavia est en fait assez neutre et innocente, relativement parlant. En fait, la façon dont la saison 2 s'est terminée fait d'elle l'une des personnes les plus sensibles et attentionnées de la série. En apprenant que Stolos était si déprimé avec Stella qu'il prenait des pilules du bonheur, Via est dévastée. Et même si elle le rejette assez durement, on ne peut rien dire. Ce qu'elle a dit n'était pas infondé. Tu n'as jamais aimé maman, et tu ne m'aimes pas, tu l'aimes lui. Elle est bien placée, non pas à cause de quelque chose de particulièrement remarquable qu'elle fait, mais plutôt parce qu'elle n'a pas de défaut flagrant. Vu son foyer brisé, il est étonnant qu'elle ne soit pas plus méchante. Passons maintenant à Kini et Clétus. Puisque nous avons déjà parlé des chérubins en général, nous allons simplement passer à la raison pour laquelle ces deux-là se retrouvent en dessous de leurs collègues. En bref, Clétus et Kini sont beaucoup moins sensibles envers leurs clients que Colin, et sont plus enclins à compromettre leurs principes moraux, pour accomplir leur travail, ou même simplement pour joindre les deux bouts. Comme nous l'avons vu, ils étaient prêts à recourir à de petits vols pour acheter de la nourriture lorsqu'ils ont été exilés sur Terre. Ils peuvent aussi se montrer assez agressifs, ayant tendance à prendre un peu trop de plaisir à se battre contre les diablotins, et allant même jusqu'à intimider Colin pour s'assurer qu'il ne dépasse pas les limites. Il faut se rappeler leur situation. Ils ont été horrifiés d'avoir accidentellement tué Lyle lors du combat contre les diablotins. Et leur choix de faire équipe avec les Dorks chasseurs de démons était peut-être discutable, mais même cela était compréhensible. Puisque, encore une fois, ce sont des anges. Ils voulaient repousser les démons mortels, mais leur plan n'était rien face à celui d'Adams de l'hôtel Asbin. Ils cherchant surtout à rentrer chez eux, donc on ne peut pas trop les dévaloriser. Je me demande pourquoi ils ne demandent pas pardon à Jésus. Mais ce sont des anges déchus, pas des humains, donc ça ne marcherait sans doute pas pour eux. Eh bien, bonne chance, chérubin. Vous en aurez peut-être besoin, maintenant parlons de Vortex. Tex, le chien de l'enfer de Verosica, est sans doute le gars le plus sympa des profondeurs de l'enfer. Il est sérieux au travail, mais moins intimidant qu'il ne paraît, restant toujours respectueux et gentil. On le remarque surtout par son amitié avec Luna, qui l'aide à rencontrer d'autres chiens de l'enfer en l'invitant à des fêtes avec sa petite amie. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Tex, c'est juste un gars généralement correct et un sacré patron. Honnêtement, c'est déjà suffisant pour te donner une grande supériorité morale. Pour conclure notre catégorie des gentils, nous avons l'un de nos personnages préférés, Fizaroli. Si on se fiait seulement à son robot effrayant de Lululand, on placerait Fizzy bien plus bas. Heureusement, c'est un type sympa selon les critères de l'enfer. Ami d'enfance de Blitz, Fizz a grandi comme clown de cirque et volait souvent la vedette. Bien qu'il soit le préféré des fans, il n'a jamais semblé mépriser Blitz, le voyant comme un ami et un père. Malheureusement, lorsque Blitz est devenu mesquin et a accidentellement incendié le chapiteau du cirque, waouh, ça a dégénéré rapidement. Il l'a abandonné, laissant son ami défiguré à vie. Difficile de ne pas lui en vouloir, même enfant. Même si le chapiteau n'avait pas brûlé, Blitz aurait quand même gâché son gâteau d'anniversaire. Finalement, Fizz a accepté d'écouter Blitz et de lui pardonner, bien qu'il ait mis du temps à lui refaire confiance. C'est un de ses meilleurs atouts. Fizaroli est très loyal envers ceux qu'il aime, parfois à ses dépens. Dans l'épisode musical de mi-saison de Mammon, on apprend que Fizz est coincé avec Mammon depuis des années car il pense que ce dernier a fait de lui ce qu'il est. Malgré sa peine, Fizzy s'efforce de rendre ses fans heureux et encourage un fan sourd à le suivre s'il le souhaite. Ce gars s'est révélé bien plus admirable que ce à quoi on s'attendait,
donc on pense qu'il mérite une place dans la catégorie des bons. Même si ce 10 contre Mammon était brutal, ce n'est que le début, tout va empirer. On entre dans un territoire moral plus complexe en commençant par la zone grise. Pour lancer cette catégorie, il y a Zim, enfin Billy, enfin même Moxie. Moxie semble si gentil qu'on oublie presque qu'il est tueur à gages. Cela se voit surtout dans son hésitation à tuer. Par exemple, il savait que le père méritait de mourir dans le premier épisode. Mais au lieu de cela, il a appelé le 911 et l'a fait probablement arrêter. Ses enfants pouvaient ainsi espérer une vie meilleure. Il reste un bon ami pour Stolus et un mari attentionné pour Millie, malgré ses débordements émotionnels. Mais même si Moxie est attentionné et gentil, il tue beaucoup de gens pour son travail. Qu'il aime ou non, c'est assez tordu. Alors pourquoi est-il à peine exclu de la catégorie des gentils ? Eh bien, il suffit de regarder l'épisode X's et Ooze. On découvre l'enfance de Moxie et sans trop dévoiler, un autre personnage vient d'une famille mafieuse. C'est la seule raison pour laquelle il s'est habitué à tuer des gens. En gros, son père l'y a forcé. Et cela malgré la gentillesse de Moxie. Vu sa gentillesse selon les critères des assassins démons et son rôle imposé, on devrait être indulgent avec Moxie. Mais au final, il choisit consciemment de vivre ainsi à l'âge adulte. Donc malheureusement, on ne peut pas le qualifier de totalement bon. Il en va de même pour son autre moitié. Pas forcément meilleure, mais pas forcément pire non plus. Millie. Millie est clairement la plus colérique et violente des deux. On voit autant de bonté en elle qu'en son mari. Pour commencer, elle défend Moxie quoi qu'il arrive. Si vous la trouvez déjà combative, sachez qu'en cas de danger pour Moxie, elle devient encore plus redoutable instantanément. Elle est aussi une amie proche de Blitz, l'aidant à traverser sa rupture. Comment appellerait-on ça ? Avec Stolus, et elle l'encourage en lui disant que, malgré le nombre de personnes qu'il a blessées, elle l'aime vraiment et le considère comme une partie positive de sa vie. Millie est l'un des personnages les plus agréables grâce à sa nature encourageante. Mais ses tendances violentes lui font perdre de nombreux points. Elle est encore plus sanguinaire que Mox, ou parfois Stolus, et a déjà tué un innocent pour empêcher Moxie d'acheter son art impulsivement. Millie est un véritable exemple d'amie qui t'aiderait à cacher un corps. Parce que même si elle est du genre fidèle jusqu'au bout, elle irait littéralement jusqu'à cacher un corps pour toi. Elle reste dans la zone grise malgré notre appréciation. Désormais, Luna, nouvelle membre de EMP et fille adoptive de Blitz, s'ajoute à nous. Comme Via, elle en a essentiellement marre de tout et de tout le monde. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est totalement froide et insensible. Elle est aussi très colérique. Par exemple, elle a violemment frappé Blitz. Quand il a évoqué ton attitude, je me demande ce qui lui a fait croire que tu avais un problème. Passons à ses qualités. Elle est compatissante et tient à son père, veillant sur lui même si elle semble indifférente. Et plus tard, dans le même épisode que l'histoire du problème d'attitude, elle réconforte Octavia après l'avoir trouvée en train de pleurer, le cœur brisé parce que Stolus a oublié sa promesse d'aller voir la pluie d'étoiles avec elle. Elle rassure Via en expliquant que leurs pères, malgré leurs erreurs, font de leur mieux, montrant ainsi sa bonté. Bien sûr, juste après tout le discours sur le fait de laisser un peu de répit à ton père, elle donne un coup de pied à son propre père en pleine force dans les parties. Donc, oui, pas vraiment sûr de savoir comment la cerner. Elle n'est pas mauvaise, mais Luna doit encore régler certains problèmes avant de progresser dans notre classement. La première des représentantes des 7 péchés capitaux, Belzébuth arrive ensuite. En tant que reine des abeilles de la gourmandise, reine Belzébuth. Je comprends. Bref, tout son truc, c'est d'être une fêtarde. Selon ses propres mots, elle est fière d'être une vraie idiote. Je suis fière d'être idiote. Son seul but, que tous, elle comprise, s'amusent. Elle organise donc des fêtes folles avec drogue volée, vivant dans un hédonisme absolu. Dans toute autre série, elle serait sûrement vue comme méchante. Mais dans Hell of a Boss, elle est l'une des habitantes de l'enfer les plus gentilles, surtout parmi les Overlords. Elle se lie même rapidement d'amitié avec Luna, malgré l'hésitation de cette dernière. Et elle l'a même encouragée à aller voir son père quand elle-même a eu l'impression qu'il faisait trop la fête. Elle possède des valeurs, prouvées en la défendant dans Mastermind. Première vraie Overlord démoniaque, son sens intact de la justice compte beaucoup dans ce classement. Ah oui, elle mérite la médaille du péché de gourmandise. Faut-il vraiment le préciser ? Ensuite vient un autre Overlord, Asmodeus. Il apparaissait d'abord comme un type louche. Chef du district de la luxure, il méprisait l'amour et attaqua même Moxie pour avoir chanté des chansons sentimentales. Ensuite, il y a sa relation avec Fizaroli, qui à elle seule l'empêche de sombrer encore plus bas. Il tient clairement à Fizaroli et tente de l'empêcher d'aller seul dans le district de l'avarice. Même s'il reste l'incarnation même de la luxure, littéralement, ce qui lui vaut évidemment une médaille du centre de la luxure, il a tout de même certaines valeurs, faisant remarquer à une occasion que la luxure ne devrait pas être forcée. Dans l'ensemble, n'est en aucun cas un citoyen modèle.
mais il a certainement plus de qualités positives que la plupart des Overlords que nous avons vus jusqu'à présent. Cela peut sembler surprenant, mais dès le premier épisode, Madame Mayberry arrive ensuite. Étant donné qu'elle a fini en enfer pour avoir assassiné son mari devant des enfants, rien que ça, on pourrait croire qu'elle mérite d'être classée parmi les mauvaises, mais honnêtement, on ne peut pas la qualifier d'ouvertement horrible. Elle a consacré sa vie à enseigner et s'occuper des enfants, sa passion. Même si le meurtre était excessif, on peut comprendre qu'elle ait craqué après avoir vu l'homme qu'elle aimait la tromper. Elle avait été submergée par une telle culpabilité qu'elle s'est immédiatement donné la mort juste après. Ce qui, même si cela prouve qu'elle a une conscience, lui fait aussi perdre encore plus de points pour avoir traumatisé davantage ses élèves en leur faisant directement assister à sa mort. Au final, elle a mené une vie globalement bonne, avec une action exceptionnellement dépravée vers la fin, donc on ne peut pas dire qu'elle mérite d'être placée plus bas. Pour clore la zone grise, il y a Stollus. Je peux vous confier un secret ? Je n'aimais pas Stollus au début. Au début, il semble être ce prince louche qui trompe sa femme avec un diablotin qu'il manipule pour des rendez-vous mensuels. Il tenait à Blitz, aimait sa fille Octavia et cherchait à créer des liens avec les autres. Mais c'est la saison 2 qui l'a vraiment empêché de tomber dans la catégorie des mauvais. On apprend que Stolas a dû épouser Stella, qui le rabaissait et l'abusait verbalement. Selon les propres mots de Stolas, la seule raison pour laquelle il a enduré les insultes et la cruauté constante de Stella était pour que Via puisse avoir une vie normale. Ça n'a pas bien marché, mais il a essayé, non ? Puis il y a le chantage sexuel envers Blitz. Pour se défendre, Blitz recontacte Stolas après des années pour lui voler son grimoire et voyager chez les humains. Stolas propose un marché. S'il se voit à chaque pleine lune, Blitz pourra utiliser le livre autant qu'il veut. Il libère ensuite Blitz, admet que l'histoire était tordue et lui offre un cristal Esmedagan pour voyager chez les humains à sa guise. Même si cela met sa relation avec sa fille en danger, il ne faut pas oublier qu'il a risqué sa vie pour sauver Blitz. On peut dire beaucoup de choses sur Stolos, mais on ne peut certainement pas le traiter d'égoïste. Il supporte beaucoup de choses pour les gens qu'il aime. Bien qu'il ait encore à apprendre, espérons que du temps parmi le peuple lui sera bénéfique. Passons maintenant au cœur de la liste, le moment attendu. Évoquons les personnages mauvais à maléfiques. Pour commencer cette catégorie, il y a l'ex de Blitz, Veronica. Étant une sirène venue de l'enfer, la moralité n'existe pas pour elle, même si sa musique est excellente. Le fait demeure qu'elle est prête à contrôler les pulsions sexuelles humaines pour atteindre ses propres objectifs. Elle montre un mépris assez flagrant pour leur autonomie et leur sécurité. Cela dit, avoir peu de considération pour la vie humaine est plutôt courant dans cette série. Bien sûr, Veronica a une rancune contre Blitz, je veux dire. Elle va jusqu'à organiser des fêtes anti-Blitz auxquelles ses ex peuvent assister. Mais étant donné que Blitz l'a larguée parce qu'elle lui a dit qu'elle l'aimait, je serais aussi sacrément en colère. Malgré sa rancune, elle veut aider les autres à surmonter ce qu'il leur a fait. Lorsqu'il s'excuse enfin, Veronica l'encourage à s'améliorer. Bien qu'elle soit mauvaise par nature, elle reste l'un des moindres maux de la série. Ensuite, attends, ce n'est pas possible. Les agents d'Orcs, les chasseurs de démons, je veux dire, bien sûr, ils ont capturé Blitz et Moxie, mais enfin, ce sont des démons. Ce sont aussi des démons tueurs à gages. Ces gars-là ne devraient-ils pas être classés parmi les gentils ? N'y a-t-il pas une erreur ? Cela aurait pu être le cas, sauf qu'une scène de la saison 2 a révélé qu'ils formaient discrètement des enfants soldats pour la guerre, une guerre en enfer. Ces héros américains ont envoyé des gamins en enfer. Ce n'est même pas exagéré. C'est bien ce qui s'est passé. Ils ont envoyé des enfants à la guerre. Quel gouvernement permet ça aujourd'hui ? Nous arrivons enfin au protagoniste de la série, Blitz, fondateur de l'IMP. Blitz est aussi assoiffé de sang que mesquin et complexé, et il l'est vraiment. Blitz blesse souvent son entourage par égoïsme, comme lorsqu'il a parié tuer plus de gens que les sirènes en une journée. Il a brisé le cœur de Stolos et s'est excusé auprès des autres blessés par rancune. Cet égoïsme est souvent lié à son mépris total pour la plupart des vies humaines, ce qui fait paraître Varazika comme quelqu'un de très sociable, en comparaison. Dans SingStars, il a tué de nombreux innocents juste par inquiétude pour Luna, alors qu'il n'avait aucun lien avec elle. Il s'en prenait activement à des centaines de personnes, juste pour se défouler. Tout au long de la série, Blitz essaye de s'améliorer, mais avec plus ou moins de succès. Il a promis d'être un meilleur ami à Moxie dans l'épisode 6, après une conversation sincère sous sérum de vérité. Il a ensuite tenté de s'inviter à l'anniversaire de Mox et Emily dans l'épisode suivant. Il reste sincèrement ami avec eux et se montre plus gentil avec Moxie, surtout dans les épisodes récents. Il s'est aussi réconcilié avec Stolos et Fizaroli, qu'il avait blessés par haine de soi ou ignorance, malgré le nombre de personnes qu'il tue sans remords. Blitz n'est pas bon ni ambigu, mais il n'est pas foncièrement mauvais. Il est simplement extrêmement égoïste et en proie à la haine de soi,
2 traits sur lesquels il essaie de travailler. Qu'il s'agisse de se sacrifier pour ses amis dans Mastermind ou d'offrir un refuge à Solos dans Saint-Smas. Il a même sauvé Fizz d'une explosion semblable à celle qu'il n'avait pu empêcher autrefois. Blitz progresse bien et pourrait atteindre notre zone grise la saison prochaine s'il continue ainsi. Pour l'instant, il reste en tête de notre catégorie des mauvais. Ensuite, nous avons Eric Burns, également connu comme ce fan étrange de Fizzaroli dans l'épisode de Maman. Ce type négligé est un cas d'école de pervers. Il tente de s'imposer à un Fizz mal à l'aise et veut le forcer à un duel. Ce n'est pas juste son fantasme, c'est déjà quelqu'un de très étrange, presque un prédateur. Mais il devient encore pire lorsqu'il décide de passer de fan de Fizz à son détracteur, le discréditant par tous les moyens possibles et essayant finalement de le tuer. Comme le dit le proverbe, il ne faut jamais apporter un couteau à une fusillade, même sans savoir qu'elle a lieu. Ensuite, il y a Chaz, l'ex de Millie récemment riche, aussi Chaz de Moxie. Il paraît d'abord être un abruti unidimensionnel. Oh, désolé, j'avais terminé. C'était précis. Après s'être rapproché de Mox, il l'a finalement laissé se faire arrêter lors d'un braquage. Moxie et Blitz se sont rencontrés grâce à l'arrestation, donc il devrait techniquement remercier Chaz pour sa famille. Mais nous n'allons certainement pas donner plus de marge de manœuvre à ce lâche que ce qui est absolument nécessaire. La seule raison pour laquelle il n'est pas plus bas, malgré un manque de bonne qualité, c'est à cause de la dépravation de certains autres personnages. Sur ce, parlons d'une entrée double. Lyle et Loop Tupty. Ces deux-là étaient les meilleurs amis et partenaires d'affaires dans leur vie terrestre. Jusqu'à ce qu'un accident tragique entraîne la mort de Loopty, laissant Lyle comme seul propriétaire de leur empire d'invention. Comme si leurs expériences non éthiques sur des enfants sur Terre ne suffisaient pas. Dans l'au-delà, Loopty engagea Imp pour tuer son ancien partenaire d'affaires, par vengeance de ne pas être mort. Finalement, on apprend que Loopty s'ennuyait juste de son meilleur ami dépravé et cupide, ce qui est assez mignon. Malheureusement, ces deux-là restent des personnes horribles, même si Lyle a fini par comprendre que la vie valait la peine d'être vécue dans ses derniers instants sur Terre. Cela n'efface pas tout le mal qu'il a causé avec son complice. Ils échappent donc de peu à notre pire top 10. En 10e place, voici le sang bleu par excellence. Le roi Paimon, père de Stolas, voit ses enfants davantage comme des légions de serviteurs que comme des individus. Pour étendre son empire à travers l'enfer, Stolas reçoit la tâche d'étudier les cieux de la Terre, et bien sûr d'épouser Stella, un arrangement qui le fait immédiatement fondre en larmes de joie. Oh pardon, c'est juste de la dévastation. Tu pourrais arrêter de pleurer. Malgré son refus absolu de ne serait-ce que sentir les pauvres, un niveau de vanité qui lui vaut facilement une médaille de la luxure, il a tout de même, son serviteur emmène Stolos au cirque pour le réconforter. Lorsque Stolas s'intéresse à Blitzo, Paimon tente de l'acheter comme cadeau d'anniversaire pour Stolas après le cirque. Mais toute cette bienveillance n'est principalement là que pour éviter d'avoir à gérer les émotions de son enfant. Son absence totale en tant que père lui vaut également la médaille du centre de la paresse. Mais il est loin d'être le pire père dont nous parlons aujourd'hui. Cash Buxo est un nom vraiment approprié pour ce directeur de cirque escroc, le père de Blitz, et la raison pour laquelle Blitz a décidé de rendre le nom Owen Silencieux Cash est égoïste jusqu'au bout. Quand le roi Paimon a proposé d'acheter Blitzo pour l'anniversaire de Stolas, il a répondu « C'est mon fils ». Alors, tu as combien dans ta poche? Mec, même Monsieur Krabs aurait eu honte. Qu'ai-je fait? Je veux une autre chance. Il ne l'a vendu qu'un jour, mais voulait aussi qu'il vole la famille de Stolas. Les Goïchas savaient que c'était un travail très dangereux sans se soucier du danger pour leur fils. Il est difficile de reprocher à Blitz ce qu'il est devenu quand c'était son modèle. Il n'y a qu'une seule façon d'être encore plus avide que Cash Buxo, et c'est d'être l'incarnation même de la cupidité. Voici Mammon, l'ancien patron et modèle de Fizzaroli. Le roi de la cupidité se vante d'extorquer tout son argent. Vache. Il peut sembler se soucier de Fizzy, mais ne vous y trompez pas. C'est simplement parce qu'il est la fameuse vache à lait. Mammon est avide, égoïste et un vendu sans vergogne qui mettra l'image de son employé sur tout ce qui se vend. Cela inclut des poupées sexuelles à l'effigie d'un collègue rencontré à l'adolescence. Difficile de faire pire que lui. De son mépris pour les fans modestes à son indifférence envers la santé mentale de sa poule aux œufs d'or, Mammon est une ordure totale. Le métal de la cupidité au centre. Voici le chasseur de primes Striker arrivant à la prochaine place. Un hors-la-loi suffisamment notoire pour être engagé par Stella afin d'essayer de tuer Stolus, et assez malfaisant pour avoir son propre thème musical de western. En enfer, Striker ne plaisante pas. Il nourrit une rancune féroce contre la famille Gaucha pour des raisons inconnues. Il fera tout ce qui lui rapporte de l'argent, et s'il a l'occasion de tuer Stolus, tant pis, il l'aurait la prochaine fois. Même après que Stella l'ait rappelé, il a quand même essayé d'arracher les yeux de Stolus par pur sadisme. Tout cela était bien mauvais. Mais ce qu'il place si bas dans notre classement, c'est sa volonté de s'en prendre à n'importe quelle cible. Comme il le dit lui-même, j'ai pas peur d'aller après qui que ce soit. Femmes, enfants et ces trucs mignons comme des chiots. Tu vas pas tirer sur un chiot, Jack? Si, en pleine tête.
Quoi? Nous réserverons notre jugement définitif jusqu'à ce que nous sachions exactement ce que les Blue Bloods lui ont pris. Mais pour l'instant, être prêt à tuer sans autre motif que l'argent place Striker assez bas sur notre liste, juste en dehors de notre top 5. Nous avons le frère de Stella, Andrelfus, et ici, il a essentiellement un seul rôle dans l'intrigue principale de la série, être le principal soutien de Stella pour l'aider à usurper le trône de Stolus. Maintenant, vous pourriez dire que de son point de vue, il se bat pour sa pauvre et chère sœur, qui a été si cruellement trompée. Mais voyons, en mettant de côté le fait que Stella n'est pas une narratrice fiable. Ce type est tellement suffisant et pompeux qu'il est impossible de croire qu'il aide par pure bonté de cœur, du moins pas entièrement. Andrelfus, manipulateur et avide de pouvoir, a convaincu Satan de faire exécuter Blitz et son groupe. Et même s'il n'a pas réussi à faire tuer Stolos, il a réussi à le faire exiler pour 100 ans. Vous devriez bannir cette honteuse excuse de prince. Il est aussi rancunier et cruel que sa sœur, ne montrant aucune sympathie pour Octavia, qui a perdu son père, et essayant même de le tuer dès son retour. Le pire, c'est que ses remarques inquiétantes sur sa sœur n'ont même pas été nécessaires pour justifier sa place. En 5e position, Stella, l'ex-femme de Stolos, dont le divorce était prévisible. Il est rare d'éprouver de la sympathie pour un partenaire infidèle, mais avec Stella, cela devient plus compréhensible. Stella et Stolos ne se sont jamais aimés. Elle l'insultait sans cesse et organisait des fêtes pour se moquer de lui. Stolos l'ayant finalement trompé, elle a tenté de le faire tuer en engageant Striker plusieurs fois. Et cette rancune tenace contre son ex lui vaut la médaille du centre de la colère. Si être une partenaire horrible ne suffisait pas, elle est aussi une mère déplorable. Après l'exil de Stolos, elle empêche Via de lui parler et rit avec son frère de ses tentatives pour joindre sa fille. Stella, c'est clairement une enfant gâtée qui n'a jamais mûri. De ses crises de colère constantes à ses échecs absolument abominables, en tant que mère, tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent nous donne envie de la voir, qu'elle obtienne enfin ce qu'elle mérite. Un clin d'œil à Ralphie et Martha, personnages maléfiques de la première saison. Nous avons décidé de ne pas inclure les enfants dans cette catégorie, car ce sont des enfants. Même si Martha est un peu pire que son mari, car adultère, ils restent aussi dépravés l'un que l'autre et doivent être placés ensemble. Ces deux-là ne sont pas seulement des cannibales, mais des cannibales évolués. Ils ont des meubles faits à partir de parties du corps humain, une tête d'enfant accrochée à leur mur, et... Non, tu sais quoi, je vais m'arrêter là. Je pense que ça suffit. Ils ont une tête d'enfant accrochée à leur mur. Que ce soit l'une de leurs victimes ou juste un souvenir qu'ils ont ramassé, ils ont une partie du cadavre d'un gamin à la place du bon vieux panneau « Vivre, rire, aimer ». Espérons que Ralphie et ses enfants ont trouvé la rédemption. S'ils ne l'ont pas trouvé, j'espère qu'ils ne sont pas à Cannibal Town. Ce serait une récompense pour ces malades. Dans la plupart des autres séries, on pourrait probablement mettre Satan en première place par défaut, puisque enfin, c'est Satan. Son truc à lui, c'est d'être le plus grand mal qui existe. Et dans Hell of a Boss, sa seule apparition jusqu'à présent est en tant que juge. Il écoute les affaires de démons désobéissants partout en enfer, avec de très gros guillemets autour du mot « écouter ». Pour Satan, les démons sont des esclaves, non des citoyens à écouter. Dès qu'ils ne servent plus ses desseins, ils seront tués en direct à la télévision pour montrer sa puissance. Ton exécution sera diffusée à travers les 7 cercles. C'est un tyran oppressif, et encore une fois, il est Satan. Habituellement, il serait le médaillé d'or du mal, mais nous voulions valoriser les personnages au mal plus spécialisé. La médaille d'argent du mal va à Rolando, méchant ponctuel de Ghost F. Merci. Rolando est un démon infesteur, spécialisé dans la venue sur Terre et le tourment des esprits humains. Bien sûr, comme nous l'avons vu dans l'épisode, Rolando n'avait aucun problème à faire cela aussi avec des diablotins. Il a tué des clients de l'hôtel et tenté de briser l'amitié de Blitz et Emily pour s'amuser. Les photos qu'il a montrées révélaient des meurtres extrêmement sanglants. Comme on l'a vu avec ces photos, Rolando n'éprouvait aucun remords pour ses actes. En fait, il les appréciait. Vous appelez... Vous-même des pères. Rolando aime torturer aussi bien les gens que ses semblables démons. Ce qui fait de lui l'un des personnages les plus purement maléfiques dans l'ensemble de l'œuvre de Viv Pop jusqu'à présent. Mais honnêtement, si tu veux mon avis, il fait toujours pas le figure à côté du médaillé d'or du mal. Mais d'abord, cette vidéo vous est présentée par les abonnements Wicked Binge. Vous pouvez accéder à nos vidéos en avance avant tout le monde et obtenir des emojis exclusifs aux membres ainsi que des badges de fidélité en soutenant la chaîne grâce à un abonnement. Le père mafieux de Moxie, Crimson, son nom de famille, est tout simplement ignoble malgré un nom de famille ridicule. Cela ne devrait pas être trop surprenant, mais même selon les critères des démons et de la mafia, il parvient à se démarquer. Comme beaucoup de parrains mafieux, il est dévoué à sa famille criminelle et a voulu que Moxie la rejoigne tôt. Mais lorsque sa femme a commis le crime odieux d'être une mère aimante et de ne pas vouloir exposer Moxie au meurtre, alors qu'il n'avait qu'environ 3 ans, Crime l'a pris personnellement et est devenu horriblement violent envers elle. Il est aussi sous-entendu qu'il agit ainsi avec Moxie.
De plus, il terrorise psychologiquement son fils pour le rendre obéissant. Il l'oblige à tuer une victime et à la jeter dans une rivière où il cache d'autres corps, dont la mère de Moxie. Maintenant, attention, Crimson n'a pas fait tout ça parce que la mère de Moxie voulait quitter le jeu, pour ainsi dire. Elle était prête à tuer, elle aussi. Il a agi ainsi car elle voulait éviter que la fougue de Moxie soit exposée à la mort durant sa jeunesse. C'était la limite, comme il l'a dit. Il n'a pas changé avec le temps en voulant que Moxie épouse Chaz pour l'argent et maintenir la prospérité familiale. Avide, impitoyable et traître abusif envers toute sa famille, Crimson est le mal personnifié. Crimson n'est peut-être pas le plus menaçant, mais il nous a marqués par sa bassesse méprisable. Même si nous l'avons déjà dit, nous sommes curieux de voir si quelqu'un pourra lui prendre la médaille d'or.